Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes plus de 250 000 à avoir suivi notre journal de mardi. Merci à ceux qui ont partagé la vidéo et rendu possible cette rentrée sur les chapeaux de roue. Et merci également à ceux qui le feront avec cette nouvelle édition et celle de la fin de semaine. Au programme ce soir, les diplomaties russes et américaines avancent dans le dossier ukrainien et l'Europe reste sur le bord de la route. Notre président aura été particulièrement impuissant en dépit de son hypercommunication. Une page indienne ensuite avec Delhi qui va au bras de fer contre Washington dans le cadre des tarifs douaniers. Et enfin, une page nationale avec un sinistre fait divers sur les réseaux sociaux. Un homme est mort en direct. La recette, voyeurisme, humiliation, immigration et torture. Emmanuel Macron, le pitre des négociations dans sa tournée diplomatique. Le président français a été humilié et son échec semble aujourd'hui bel et bien consommé. Tous, nous avons un accord, nous voulons la paix, c'est ce qui nous unit. Aujourd'hui, la Russie ne donne aucun signal de vouloir sincèrement la paix. L'expérience que nous avons. Il se revêt à la Comédie Française. Il joue désormais une vilaine pièce devant la France entière. Emmanuel Macron a voulu se positionner comme un acteur clé dans les négociations sur la guerre en Ukraine, notamment lors du sommet de lundi à Washington. Pourtant, en dépit de son incontinence verbale, le chef d'État français semble désormais cantonné à un rôle purement symbolique. Les récents développements, notamment les discussions entre Donald Trump et Vladimir Poutine, soulignent une marginalisation de la France et de l'Europe où Macron apparaît souvent comme un figurant dans un théâtre géopolitique orchestré par d'autres. Emmanuel Macron a plaidé pour une réunion quadrilatérale incluant l'Europe, insistant sur l'importance de considérer la sécurité du continent dans son ensemble. Cette proposition semble davantage un effort pour exister dans un processus où les États-Unis et la Russie dictent les termes. La confidence de Trump à Macron, captée par CNN, selon laquelle « Poutine veut un accord avec moi », illustre la centralité de l'axe Trump-Poutine. Le président français, malgré ses discours musclés, n'a pas réussi pour l'instant à imposer une vision concrète. Son idée d'un sommet en terrain neutre, comme Genève, soutenu par la Suisse et l'Autriche, reste vague et dépendante de la bonne volonté des autres parties, notamment de la Russie, mais aussi des États-Unis et de l'Ukraine. Les critiques, comme celle de Gérard Haraud, ancien ambassadeur de France aux États-Unis notamment, mettent en lumière l'inefficacité des sommets d'Anchorage et de Washington pour les Européens. Ceux-ci, Macron en tête, se sont précipités à Washington pour protéger Volodymyr Zelensky, craignant que Donald Trump ne cède aux exigences russes. Pourtant, cette mobilisation n'a abouti qu'à des engagements verbaux flous de Donald Trump sur des garanties de sécurité pour l'Ukraine sans détail ni calendrier. L'absence de cessez-le-feu préalable, contre l'avis d'Emmanuel Macron, montre que ses priorités sont ignorées au profit d'une approche américaine favorisant un deal rapide. Même Emmanuel Macron n'a pu que constater son propre échec au sortir du bureau ovale. Je l'ai dit tout à l'heure dans le bureau ovale au président Trump quand on s'est reparlé après, et nous sommes plusieurs à lui avoir dit. Vous parliez au président Poutine, il était en train de bombarder l'Ukraine. Donc ça montre d'abord la nécessité d'arrêter les massacres, la nécessité d'une trêve. Que cette trêve soit souhaitable ou non, elle n'a pas lieu. Et le fait que le président français la réclame ne change rien. Après 18 trains de sanctions et sans le soutien des États-Unis, que vont faire Paris et Bruxelles? Un 19e train de sanctions? Difficile par ailleurs de prendre au sérieux un président qui se fait marcher dessus par l'État algérien, un État corrompu et sous-développé avec un PIB 11 fois inférieur au nôtre. Finalement, les présidents Poutine et Trump semblent avoir réussi dans un objectif implicite commun, marginaliser l'Europe qui a bien donné le bâton pour se faire battre. En étant naïve du rôle de la Russie, diront certains, en étant à la botte des États-Unis, diront d'autres, et plus certainement en refusant de se penser comme puissance, cette Europe, ou en tout cas les pays qui la composent, ont échoué. Aujourd'hui, le président français multiplie les déclarations guerrières, mais n'a aucun moyen de ses ambitions de façade, justement car il fait partie de ceux qui ont sabordé la souveraineté du pays à Bruxelles. Et cela, Donald Trump l'a bien compris, et il l'a rappelé en humiliant le président français. Européenne, Ursula von der Leyen. Une personne avec qui nous avons signé un grand accord récemment. Je crois que vous êtes la plus puissante autour de cette table, bien plus puissante que tous les autres hommes. Emmanuel Macron, malgré ses éructations pour promouvoir une force de réassurance européenne en Ukraine, se heurte à la réalité d'un pouvoir politique continental désuni et dépendant des États-Unis. La proposition ukrainienne d'un accord de 100 milliards de dollars financé par l'Europe pour acheter des armes américaines illustre cette subordination. La France et ses partenaires paient, mais sans contrôler la stratégie.
Narendra Modi et l'Inde ne céderont pas comme Ursula von der Leyen et Bruxelles, frappé de tarifs douaniers à 50% pour avoir importé du pétrole russe. New Delhi veut tenir tête à Washington. Édouard Chano. Trump a obtenu une victoire écrasante contre Ursula von der Leyen, mais il pourrait bien se casser les dents sur l'Inde, car Narendra Modi, lui, refuse de plier malgré le décret de la Maison-Blanche du 6 août dernier, lui infligeant 25% de tarifs douaniers supplémentaires, les portant donc à 50% en raison de désaccords sur les produits agricoles et pour avoir acheté du pétrole russe. Hier, 19 août, la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, déclarait que les sanctions sur l'Inde faisaient partie des pressions pour mettre un terme à la guerre en Ukraine. Le président a exercé une pression publique énorme pour mettre fin à cette guerre. Il a agi, comme vous l'avez vu. Il a pris des sanctions contre l'Inde et d'autres actions également. Il a été très clair. Il veut la fin de cette guerre. Pourtant, dès le 6 août, le Premier ministre indien a tonné vouloir se dresser comme un rempart contre toute politique menaçant les intérêts du pays lors d'un discours traditionnel sur les remparts du Fort Rouge de New Delhi. L'Inde se refuse au moindre compromis lorsqu'il s'agit de protéger les intérêts de ses agriculteurs, a-t-il ajouté. Bien sûr, la mesure de Trump menace de priver l'Inde, notamment son secteur agricole et laitier, de son plus grand marché d'exportation qui s'élevait à 87 milliards de dollars en 2024. Pourtant, même si les États-Unis sont le premier marché pour les produits indiens, New Delhi peut compter sur plusieurs leviers dans son bras de fer avec Washington, comme le souligne le géopolitologue Ram Dwivedi, directeur de la fondation indienne Kutniti, qui nous répond de New Delhi. C'est compliqué parce que les États-Unis sont le premier partenaire commercial de l'Inde et l'Inde en est très bénéficiaire avec un surplus de 46 milliards de dollars. Mais quand même, l'Inde a quelques leviers à exercer. Le premier, c'est son marché intérieur, c'est la promesse de ce marché de 1,4 milliard d'habitants, qui est la locomotive de l'économie mondiale, avec plus de 7% de croissance depuis des années, qui, contrairement à la Chine, est un marché qui est ouvert, et donc les entreprises américaines vont en avoir besoin sur le long terme. Ensuite, à chaque fois qu'il y a une tension avec les États-Unis, l'Inde se tourne vers d'autres partenaires. Donc il va y avoir forcément plus de liens avec la Russie sur les hydrocarbures, avec la France sur l'armement, et on commence à avoir pas mal de partenariats avec la Chine sur la tech. Ensuite, il y a aussi un partenariat indo-américain, militaire, un peu partout sur Terre, en termes de logistique. Et l'Inde pourrait couper l'accès aux Américains de ces plateformes logistiques, dont l'océan Indien en particulier. L'Inde, pilier des BRICS et du G20, a théorisé depuis plusieurs années le multi-alignement ou l'optionnalité, c'est-à-dire la capacité à pivoter entre plusieurs partenaires sans se limiter à un seul. Dans l'absolu, plutôt que de mater ou d'isoler New Delhi, la politique tarifaire de Trump pourrait accélérer la multipolarité que Washington cherche à contenir. Dans la foulée de l'annonce du président américain, le Premier ministre indien a envoyé son conseiller à la sécurité nationale, Ajit Doval, au Kremlin. Il s'est entretenu avec Vladimir Poutine et l'a invité à se rendre en Inde rapidement. Sur X, il rapportait que tous deux s'engageaient à approfondir encore le partenariat stratégique spécial et privilégié entre leurs pays. Le chef de la diplomatie, Subramaniam Jaishankar, doit aussi rencontrer son homologue russe, Sergei Lavrov, à Moscou le 21 août. Selon Reuters, Modi envisagerait d'acheter davantage de systèmes aériens russes S-400, l'Inde ayant revendiqué avoir abattu 6 chasseurs pakistanais grâce à celui-ci lors du conflit éclair d'avril dernier. Plus discrètement, selon 3 responsables indiens encore cités par Reuters, Modi a suspendu l'achat d'armes américaines, notamment de lance-missiles Javelin et de véhicules de combat Stryker, mais aussi d'avions P-8 de Boeing. Une perte sèche de plus de 3,6 milliards de dollars pour l'industrie américaine. En définitive, la politique tarifaire de Trump menace de virer au jeu à somme nulle. Si l'on en croit la presse indienne, les États-Unis pâtiront aussi de la hausse des prix des produits pharmaceutiques indiens, mais aussi de celle des services informatiques qui menacent les entreprises américaines de problèmes opérationnels. Et New Delhi accélère aussi le réchauffement avec Pékin après 5 années de tensions diplomatiques et les heurts entre les deux armées en 2020 dans l'Himalaya. Le ministre chinois des Affaires étrangères est à New Delhi ce 18 août et Narendra Modi se rendra chez son voisin chinois pour la première fois en 7 ans à l'occasion du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai le 31 août. Le réchauffement a d'ailleurs été initié lors du sommet des BRICS de Kazan au mois d'octobre 2024. Déjà des signes se font voir, les vols directs entre l'Inde et la Chine ont repris, les restrictions sur les visas touristiques ont été assoupli et le commerce transfrontalier dans l'Himalaya, marginal mais symbolique, a repris à tous les points de passage. New Delhi envisage désormais de s'ouvrir aux investissements chinois. À cela s'ajoute un véritable affront. Depuis la fin du conflit entre Islamabad en mai, le chef d'état-major pakistanais a été reçu à 2 reprises par des responsables militaires américains.
En définitive, le retournement vis-à-vis de Washington est une grande nouveauté pour l'Inde, alors que Modi et Trump s'étaient entendus à merveille entre 2017 et 2021, Washington ayant attiré New Delhi dans le Quad avec le Japon et l'Australie afin de contrer l'émergence de la Chine. Une relation gâchée selon Ram Dwivedi, qui souligne l'exaspération indienne devant les injonctions de la puissance américaine. Mais l'Inde ne demande qu'à continuer à avoir de bons rapports avec les États-Unis. L'Inde n'est pas du tout un pays anti-occidental, mais il faut avouer qu'il y a eu depuis le début de l'année quelques séquences un peu étranges. La première, c'est l'injonction de Trump à Modi d'acheter des F-35, alors que l'Inde continuera à acheter des Rafales. Ensuite, il y a eu ce don de 400 millions de dollars au Pakistan pour des F-16. Puis, lors de la guerre indo-pakistanaise du printemps, les États-Unis ont voulu arriver à la fin de la guerre pour siffler la fin de la récré, ce qui n'a pas du tout été apprécié ici en Inde. Et puis, la raison de l'augmentation de ces tarifs, c'est que l'Inde achète du brut à la Russie. Alors, premièrement, des Slaves qui se battent à l'autre bout du monde, pour quelques kilomètres carrés, ça ne regarde pas les Asiatiques. Et ensuite, les Occidentaux aussi achètent plein de choses à la Russie, notamment par le biais des Indiens, en ce qui concerne les hydrocarbures. Donc c'est cette attitude un peu générale de ce qui est à moi et ce qui est à toi est négociable que les Indiens ne supportent plus vraiment et encore une fois ne demandent qu'à avoir de bons rapports avec les États-Unis. Une mort en direct sur les réseaux sociaux. 15 000 personnes ont vu mourir un vidéaste de santé fragile brutalisé par 2 individus pour de l'argent. Une affaire glauque expliquée par Renaud de Bourleuf. À moins qu'il se fasse caméra là maintenant, que si demain il meurt en plein live, c'est dû à son état de santé de merde et pas nous. Non. Comme ça, non. Rien du tout. Comme ça, non. Non. Je fais rien du tout. Comme ça, non. S'il m'arrive quelque chose en live, ça vient pas d'eux. Clipper. Ça vient pas d'eux. Ça vient pas d'eux. Quoi ? Ce n'était pas une mise en scène, cet homme est mort dans la nuit de dimanche à lundi. Raphaël Graven, âgé de 46 ans, était connu sous les réseaux sociaux sous le pseudonyme Jean Pormanov. Une mort en direct et en ligne à mi-chemin entre le snuff movie et l'humiliation et la moquerie devenue monnaie courante dans certains programmes télévisés français. Derrière le glauque se cache un parcours sinistre d'un homme blanc de plus de 40 ans, perdu et coincé au milieu de racailles du net. Ce serait en 2020, pendant le confinement, que cet ancien militaire aurait découvert les vidéos en ligne. Pour s'occuper lors de cette période d'enfermement, il détourne des séquences de jeux vidéo, improvise des sketchs absurdes et attire rapidement l'attention. À partir de 2023, il se lance dans des défis spectaculaires, boire de l'alcool d'un seul trait, ou se couvrir de nourriture ou de peinture. À partir de 2024, 2 individus entrent en scène, Owen Senazandoti et Safine Hamadi, âgés de 26 et 23 ans. Tous les deux sont présentés comme étant originaires de Nice. En réalité, l'un d'eux, Safine Hamadi, né en France, est originaire du Maroc. L'autre, Owen Senazandoti, français converti à l'islam, est bien originaire de la région niçoise. Il affirme que sa nouvelle religion lui a apporté de la droiture, ce qui apparaît aujourd'hui tristement ironique. Ça m'a dévié un peu de tout et ça m'a appris plein de choses, même le sérieux dans le monde du travail. En fait, c'est un tout. Ces 2 individus deviennent régulièrement présents dans les vidéos et le ton change. Jean Pormanov est insulté et régulièrement humilié. Objets, vomis lancés au visage, coups, provocations, moqueries en direct, etc. Il y avait une autre victime présente sur quelques vidéos, un homme âgé d'une 30aine d'années connu sous le pseudonyme Koudoux. Il est handicapé et sous curatelle. Mais au mois d'août, Jean Pormanov, bien que souffrant de problèmes cardiovasculaires, se lance dans un marathon inédit, 300 heures consécutives de vidéos en direct, soit 12 jours sans interruption. Contrairement à d'autres vidéastes, il ne coupe jamais la caméra, pas même pour dormir. Au fil des jours, son épuisement est flagrant. Traits tirés, yeux rouges, gestes lents. Owen Senazandoti et Safine Hamadi continuent de le provoquer, parfois en l'incitant à boire de l'alcool. Le 18 août, les spectateurs commencent à s'alarmer. Jean montre des difficultés respiratoires et arrête de bouger. Alors que les donateurs demandent au dénommé Owen de vérifier s'il va bien, celui-ci lui jette une bouteille d'eau à la figure. Il décide finalement d'interrompre la vidéo. Le compteur de temps indique alors plus de 298 heures et le compteur d'argent à la somme de 36 411 €. Vers 11 h du matin, les pompiers et gendarmes constatent le décès de Jean Pormanov. Quelques heures avant sa mort, il aurait adressé un message à sa mère, lui écrivant « Coincé pour un moment avec son jeu de mort, ça va trop loin, j'ai l'impression d'être séquestré avec leur concept de merde. J'en ai marre, je veux me barrer. L'autre, il veut pas, il me séquestre. » Fin de citation. Une enquête a été ouverte par le parquet de Nice. Le lendemain, mardi soir, l'avocat d'Owen Senazandoti, maître Yassine Sadoni, ne semble pas prendre au sérieux la gravité des sévices subis par le défunt. Il semble que ce ne soit pas pris en compte. On les voit même chronométrer des moments de strangulation.
Je reviens effectivement sur ma notion de script et de mise en scène. Une question se pose, comment 15 000 internautes ont-ils pu assister à une mort en direct alors que les responsables faisaient l'objet d'une enquête judiciaire ? En décembre 2024, le parquet de Nice a ouvert une enquête préliminaire, toujours en cours, pour plusieurs chefs. Provocation publique par un moyen de communication électronique à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur handicap, violence volontaire en réunion sur personnes vulnérables ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours, et diffusion d'enregistrements d'images relatives à la commission d'infractions d'atteinte volontaire à l'intégrité de la personne. En janvier, Owen Senazondotti et Safin Hamadi ont été placés en garde à vue, mais sont ressortis libres. La plateforme australienne Kik avait suspendu quelques jours les contenus avant de les rétablir. Notons que l'Arcom avait été saisi en février, mais l'instance n'avait pas pu réagir, ni même appliquer le règlement européen sur les services numériques, appelé DSA. L'explication, il n'y a pas de représentant officiel de Kik dans l'Union européenne. Quant à Clara Chapaz, ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, elle fustige aujourd'hui une horreur absolue. Mais elle était déjà informée de l'affaire depuis 2020, à croire que la lutte contre les contenus haineux en ligne est composée de combats jugés plus ou moins urgents, selon le bon vouloir de nos dirigeants. L'actualité en bref en France. Règlement de compte tribal en France. L'eurodéputé LFI Rima Hassan est accusée d'avoir lancé une fatwa contre l'imam de Drancy Hassan Chalgoumi après un post publié dimanche sur un réseau social. Dans ce message, elle cite Chalgoumi aux côtés de 2 autres figures pro-israéliennes, accompagnant son nom d'un emoji d'horloge perçu comme une menace implicite. Chalgoumi, connu pour sa docilité mielleuse avec les institutions et son appétence pour le dialogue interreligieux, a porté plainte. Il dénonce une désignation dangereuse. Le terme fatwa, popularisé par l'affaire Rushdie, amplifie la polémique. Rima Hassan a réitéré son message le lendemain, mais l'histoire va pouvoir continuer devant les tribunaux. Et les Insoumis aiment décidément drôlement le réseau social d'Elon Musk. En effet, le préfet du Val-d'Oise a porté plainte mardi contre le député LFI Aurélien Taché pour un post sur X jugé diffamatoire et injurieux envers les policiers. Dans ce message, publié la veille, le député du Val-d'Oise écrivait « La police tue partout », en référence à la mort de Gabriel, âgé de 33 ans, abattu par un gendarme à Auger dans les Deux-Sèvres en mai 2025, en marge d'une affaire de tapage nocturne. Le préfet, indigné, demande le retrait de la publication, la qualifiant de déshonorante pour un élu et exprime son soutien aux forces de police. La propagande se décline en jeu vidéo. Depuis lundi, un jeu intitulé Bad Vax est disponible en ligne. Les joueurs y apprennent à s'opposer à ce qui est appelé les techniques de manipulation utilisées pour tromper les gens sur le thème de la vaccination. Il est inutile de préciser qui est présenté ici comme manipulateur. Le jeu a été cofinancé par l'Union européenne à travers un programme instauré en 2020, année du Covid, ainsi que le gouvernement britannique et des agences fédérales américaines. Yael Braun-Pivet prend les Français pour des dindes. Mardi, une nouvelle information a été dévoilée sur l'affaire du poulailler de la présidente de l'Assemblée nationale. Rappelons que jeudi 14 août, Yael Braun-Pivet a démenti l'information du Canard enchaîné, selon laquelle des CRS gardant sa maison du Vésinet dans les Yvelines auraient eu pour mission de nourrir ses poules. Elle assurait sur son compte Instagram qu'aucun agent de la force publique n'avait reçu cette mission. Mais mardi, le Canard enchaîné a confirmé sa version, affirmant avoir reçu un témoignage d'un major disant refuser cet ordre jugé absurde. À croire que dans la Macronie, le mensonge est un devoir de vacances. L'actualité internationale en bref. Gaza bientôt occupée. Mercredi, le ministre israélien de la Défense a approuvé le plan de conquête et d'occupation de la ville de Gaza, nommé Chariot de Gideon 2. Il a ordonné le rappel de 60 000 réservistes supplémentaires qui rejoindront les 70 000 déjà mobilisés. Actuellement à Gaza, des combats se poursuivent dans les quartiers de Sabra et de Zaytoun. Une annonce qui intervient alors que la réponse d'Israël à une proposition de cessez-le-feu acceptée lundi par le Hamas est encore attendue. Scandale d'agression sexuelle systématique en Israël. Une enquête choc révélée lors du comité spécial de la Knesset sur les travailleurs étrangers a montré que 100% des 654 travailleurs agricoles thaïlandais interrogés ont subi des agressions sexuelles sur leur lieu de travail en Israël. Le rapport élaboré par le docteur Yael Kurlander et Shahar Shoham souligne l'absence de mécanismes clairs pour les plaintes. Les victimes, majoritairement des femmes, risquent de perdre leur emploi et leur logement en cas de signalement. Le manque de données spécifiques de la police et de l'Institut national d'assurance complique la situation, avec seulement 4% des plaintes pour agression sexuelle depuis 2017 provenant de non-citoyens.
3 ans depuis l'assassinat de Daria Dugina, journaliste et politologue russe, fille du penseur nationaliste Alexandre Dugin, tuée dans l'explosion de sa voiture près de Moscou. Tout porte à croire que c'est son père qui était visé dans cet attentat qui avait suscité une vive émotion dans le pays et qui fut le premier d'une série d'attentats opérés par les services ukrainiens. Nous avons tué des Russes et nous continuerons à tuer des Russes partout dans le monde jusqu'à la victoire totale de l'Ukraine, avait pour sa part déclaré le patron du renseignement militaire ukrainien Kirilo Budanov lors d'une interview à Yahoo News publiée en mai 2023, alors qu'il était interrogé sur le meurtre de Daria Dugina. Pékin muscle son arsenal et annonce un grand défilé militaire. Dans un contexte de rivalité croissante avec les États-Unis, la Chine a révélé ce 20 août des détails de l'imposant défilé militaire prévu le 3 septembre à Pékin, marquant les 80 ans de la victoire de 1945 contre le Japon. Le général Wu Zhe, haut responsable de l'état-major, a promis une démonstration d'armement dernier cri, dont des systèmes stratégiques, des bombardiers, des chasseurs, des technologies hypersoniques et des équipements anti-drones. Tout cela doit refléter l'évolution des formes de la guerre moderne, a-t-il déclaré. Le défilé durera 70 minutes et se tiendra à place Tiananmen sous le regard du président Xi Jinping et d'invités de marque comme Vladimir Poutine. Objectif affiché, illustrer la capacité de l'armée chinoise à remporter une guerre moderne tout en sauvegardant la paix mondiale. Cette démonstration intervient alors que Pékin a annoncé en mars une hausse de 7,2% de son budget de la défense pour 2025. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Ce soir, vous avez rendez-vous avec une retransmission de notre émission Choc du Monde sur la question « La Russie et la France ont-elles encore un avenir en commun ?» À demain pour un nouveau journal.